Bonjour à tous. Nous voici donc réunis pour ce premier webinaire d'une longue série. En tout cas, nous l'espérons. Vous êtes près de 75 inscrits venant des 4 régions du Handipact Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine. Vous étiez nombreux à être intéressés par le sujet du handicap psychique, sujet évidemment souvent traité déjà, mais pour lequel vous nous avez demandé d'avoir une orientation particulière qui était, dans le fond, quel type de relation doit-on mettre en place, comment faire pour que cela fonctionne bien dans le cadre du maintien, notamment dans l'emploi ou de l'insertion ou de l'inclusion de personnes en situation de souffrance psychique. Alors, ça sera le thème de la journée, ou plus exactement du webinaire, avec une articulation en 2 temps, si vous en êtes d'accord. Un premier temps qui sera un apport de contenu. Nous avons avec nous Claire Leroy-Attala. Alors, je suppose que certains d'entre vous la connaissent déjà, en tout cas ceux qui étaient lors d'un club de correspondants handicap en Centre-Val de Loire. Claire nous donnera quelques informations, quelques éléments de méthode, quelques éléments de réflexion. Le but, c'est aussi d'arriver à prendre du recul, finalement, sur ces questions-là et de voir de quelle manière on s'approprie peut-être des méthodes, des démarches, en tout cas, une manière de poser le regard, en quelque sorte. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, nous répondrons à vos questions. Nous essaierons d'élargir un peu plus le champ de cette première intervention. Donc, vous êtes très largement conviés à être contributeurs de ce webinaire en posant un certain nombre de questions. On essaiera d'y répondre le mieux possible. Dès maintenant, bien sûr, vous avez la possibilité de poser quelques questions que nous reprendrons au fur et à mesure de cette heure que nous devrions passer ensemble jusqu'à peu près 11 heures. Si c'est OK pour vous, je vous propose que nous commencions. Alors, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vous présente donc Claire Leroy-Attala, qui, en fait, s'est engagée dans des études de sociologie, sans trop savoir finalement quel allait être le sujet de prédilection dans son parcours, mais ces sujets de sociologie, cette étude de sociologie, après une maîtrise notamment, l'a amené petit à petit à se préoccuper des personnes en situation de handicap. D'une manière générale, un passage à Sciences Po Paris pour un DSS de ressources humaines. On commence à voir l'orientation, évidemment, au regard de ce choix de travailler sur l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et puis, rapidement, Claire a l'occasion de travailler pour Être Handicap Information, qui est un support qui essaye de creuser un certain nombre de sujets sur cette question-là, ce qui lui permet de rencontrer des entreprises qui te sollicitent à ce moment-là pour essayer d'aller plus loin en disant « mais dans le fond, ça serait bien qu'on travaille en particulier sur les questions de maintien dans l'emploi ». Question toujours difficile, parfois tabou, en tout cas qui pose problème dans les entreprises et pour lequel tu vas finalement orienter tes recherches en faisant un doctorat, enfin en tout cas une thèse sur ce sujet pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, tu continues à travailler pour Être Handicap Information. Tu es évidemment en recherche permanente sur le terrain avec un certain nombre de missions, notamment pour l'agence Entreprise et Handicap. Et puis, tu finis par rentrer au sein du secrétariat d'État aux solidarités et à la cohésion sociale avec Marie-Anne Monchamp, c'est dans les années 2011, avant de créer le Clubhouse de Paris et d'en être la directrice pendant un certain temps. Est-ce que j'ai été fidèle à ton parcours? Donc, un aspect. Merci Claire de ta présence aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse peut-être en première question, c'est pourquoi finalement ce thème-là du handicap psychique a toujours été un centre d'intérêt pour toi, avec une thématique qui n'a jamais fléchi dans tes préoccupations. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce thème a été un thème dans lequel tu as pensé qu'il fallait continuer encore à creuser et creuser encore? Alors tout d'abord, bonjour à tous et merci pour cette invitation à ce premier webinaire sur le parcours que tu as évoqué. Effectivement, moi j'ai découvert le handicap psychique alors que les problématiques de recherche sur lesquelles j'étais étaient plutôt le handicap en général dans l'emploi et la question de la légitimité des politiques d'emploi dans les entreprises. Et c'est sous la pression des entreprises que je suis allée sur le sujet de la santé mentale et du handicap psychique, qui sentait bien que c'était compliqué et qui voulait avoir un éclairage là-dessus, que j'ai eu l'opportunité de faire ma thèse. Et pourquoi j'ai pas lâché le sujet? Parce que je crois que je suis arrivée
finalement, comme tout à chacun, avec un certain nombre d'idées préconçues et de préjugés sur ce sujet-là. Et tout d'un coup, c'est ouvert à moi. Alors, à la fois des rencontres importantes, quand j'ai pu faire des entretiens avec un certain nombre de personnes qui avaient notamment des postes à responsabilité dans des entreprises et qui m'ont raconté les stratégies qu'elles mettaient en place pour gérer leur handicap, compenser leur handicap et en même temps, voilà, penser leur situation d'emploi et leur stratégie de maintien dans l'emploi. Ça a été des rencontres très fortes pour moi. Et puis, dans le même temps, j'ai découvert, à la fois à travers mon expérience et puis de ce que j'entendais sur le sujet, tout le malaise, les difficultés qu'il pouvait y avoir lorsqu'on se représente dans la relation avec des personnes concernées par des troubles psychiques, de voir tous les stéréotypes qui étaient associés aux maladies mentales et au handicap psychique, et à quel point ça crée des freins à la fois nous, notre capacité à être en relation, et puis notre compréhension du sujet. Donc, je crois que c'est ça qui m'a portée au départ, et par la suite, en creusant, eh bien, je me suis aperçue que c'était un sujet qui était assez universel, entre guillemets. Finalement, c'était moins un sujet d'expertise sur le handicap qu'un sujet de management, qu'un sujet de vivre ensemble et de travailler ensemble. Et je me suis aperçue à quel point c'était enseignant, éclairant, vertueux, en tout cas par rapport à l'évolution des pratiques managériales, et que finalement, ce qu'on était capable de mettre en lumière sur le handicap psychique apportait au collectif de manière globale. Et c'est ça que j'ai eu envie de continuer à travailler. Alors justement, le pourquoi, merci d'y avoir répondu. Le comment maintenant, finalement, quelle posture, quelle démarche préconiser, et notamment autour de cette approche particulière du handicap psychique qui est la relation, quel type de relation avoir? Oui. Alors les années de travail là-dessus, je pense m'ont éclairé sur 3 enjeux, me semble-t-il, lorsqu'on aborde ce sujet-là. Tout d'abord, le fait d'accepter de se laisser confronter, d'être effectivement mis en questionnement par les idées reçues que l'on a tous. Et moi, la première, pourtant, sur le sujet du handicap depuis un certain nombre d'années, j'étais pétrie d'idées préconçues. Et donc, il faut accepter d'être dans la déconstruction et de voir finalement ce qu'elles génèrent chez nous en termes de pratique, ces idées reçues et ces stéréotypes. On en parlera après, mais du coup, on vous proposera de visionner 2 vidéos qui, je trouve, sont très intéressantes pour voir comment elles se construisent et comment ces stéréotypes finalement deviennent des croyances partagées et que l'on intègre sans même s'en apercevoir. La deuxième chose, c'est qu'il faut accepter de changer de posture et se laisser bousculer aussi, c'est-à-dire que ça signifie se mettre dans une relation de rencontre. Rencontrer l'autre, c'est effectivement être à l'écoute de ce qu'il va pouvoir vous apporter et ce que ça va faire bouger chez nous en tant qu'être humain, au-delà de nos fonctions, au-delà de nos missions. Et moi, c'est ce que j'ai vécu très fortement dans mon travail de thèse. J'avais effectivement ma casquette de sociologue et puis tout d'un coup, je sortais d'entretien, voilà, pleine d'émotions, bouleversée, et il a fallu que je fasse avec ça. Et c'est aussi ce qui m'a apporté dans ce chemin-là. Et puis, c'est accepter en fait de mettre en lumière ce sujet-là, c'est-à-dire le faire exister, mettre des mots. On souffre aujourd'hui dans le monde du travail et dans les collectifs de travail de ne pas faire exister ce sujet, de ne pas le mettre en mots, de ne pas le dire, parce que les gens ont peur de parler de leurs troubles et de leur handicap, et parce que le collectif est mal à l'aise d'évoquer ce sujet-là et ne sait pas comment l'aborder. Du coup, tout est fait comme si tout ça n'existait pas. Et donc, l'enjeu, c'est d'être chacun un acteur, partie prenante de cette mise en mots et de cette mise en lumière du sujet. Prendre conscience, accepter de se laisser bousculer et finalement décider de se mettre en route. Si on devait résumer, ce serait à peu près ça la démarche. Alors, je vous propose que nous regardions tout de suite ces 2 films rapides qui ont été faits, je crois, par AG2R de mémoire. Oui, en lien avec le Psycom. Et qui sont libres d'accès, que vous pourrez retrouver d'ailleurs ensuite sur le site Handipact. Et donc voilà, Élodie, si tu veux bien nous faire passer ces films.
après qu'il y a un bipolaire au bureau. Oui, en même temps, c'est pas vraiment une surprise, hein. J'ai toujours su qu'il était un peu... Ah bah, ils ont 2 personnalités. Un bon et un mauvais côté. Et ça peut changer comme ça, tac, d'un coup. Je me méfie des bipolaires. Tout ce qu'ils font, ils le font par stratégie. Je suis pas très à l'aise avec l'idée. Il paraît qu'ils sont très dépensiers. Enfin, si jamais il a un coup de folie et qu'il dépense tous les sous de la boîte. On est assuré pour ça? Va pas falloir trop l'énerver, l'animal. Ah bah, à la moindre contrariété, il va tout casser. Quoi, tout casser? Ouais, on est assuré pour ça aussi? Inapte au travail. Inapte. Inapte. Ah d'accord, la fille qui casse tout. Oui, je vois. Bah en tout cas, c'est pas moi ça, hein. Moi, j'ai jamais été violente de ma vie, j'ai même jamais insulté quelqu'un. Je m'appelle Manon, j'ai 43 ans et je suis bipolaire depuis l'âge de 28 ans. Je suis diplômée ingénieure agronome. J'ai travaillé d'abord en tant qu'ingénieur d'études dans l'informatique, puis dans les ressources humaines. Et aujourd'hui, je suis écrivain et conférencière et je donne aussi des cours de danse en couple. Je dirais qu'une personne bipolaire, c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie et qui est prêt à déplacer des montagnes pour prouver qu'elle est à la hauteur de la confiance qui lui est accordée. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de courage pour maintenir son équilibre en permanence. C'est quelqu'un qui apprend à bien se connaître et à se maîtriser. Et finalement, je trouve vraiment dommage de laisser sur le carreau des personnes avec un tel potentiel qui finalement ne demandent qu'à trouver leur équilibre. Accueillir un schizophrène? Dans ma boîte? Tout à fait inadapté. En plus, ces mecs-là, c'est des tueurs. Ah, on en voit à la télé, dans les journaux. C'est souvent, hein. Il paraît qu'ils entendent des voix qui leur disent de faire des choses bizarres. C'est le diable qui te parle. Un peu comme Jeanne d'Arc. Attends, franchement, t'as vu comment elle a fini, Jeanne d'Arc? Ça a trahi de se terminer comme l'exorciste, ton truc, hein. Mais mettons qu'ils s'en prennent à un collaborateur. Qui est responsable? Tu crois qu'ils sont normaux, et d'un coup, sans savoir pourquoi, bah ils font une crise. Et puis ils visent la carotide, comme ça, je pense. Ah bah on va tous y passer. Inapte au travail. Inapte. 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 Cette image du tueur fou me fait bien rire parce que c'est vraiment l'extrait d'un film d'horreur et c'est pas du tout le cas. En tout cas pour moi, ça ne me représente pas. Je m'appelle Mathieu, j'ai 56 ans aujourd'hui et je suis tombé malade à 23 ans. Je suis atteint de schizophrénie. J'ai pu travailler et j'ai exercé des métiers très divers et en grand nombre. J'ai pu être coursier, apprenti relieur. Travailler en soi est un médicament pour moi. Le travail, ça vous lie au sol, disons. Quand on traîne des casseroles un peu comme j'avais, il faut continuer et garder le sourire. Merci déjà à Laurence Richard et à Jean-François Viau de leurs premières questions. Nous en attendrons d'autres. Nous allons les traiter un peu plus tard pour garder une structuration, bien sûr, de notre intervention. Voilà, c'est déjà une invitation pour les autres à ne pas hésiter à publier, enfin à poster en tout cas vos questions. Alors, revenons sur ces films qui sont intéressants, un peu provocateurs évidemment. En gros, moi je retiens quand même qu'ils nous disent qu'il existe visiblement des situations très diverses. À l'évidence, mais surtout qu'il y a beaucoup de stéréotypes. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Pourquoi finalement ce choix de nous montrer ce film? En quoi ça va nous aider très concrètement à pouvoir rentrer dans la bonne relation avec les personnes en situation de handicap psychique? Alors, ce qui moi, me frappe lorsque je regarde ces films, c'est à quel point ils nous rappellent l'écart entre ce que l'on peut entendre, penser, s'imaginer du vécu des personnes qui sont concernées par des troubles psychiques et un handicap psychique et la réalité.
C'est-à-dire ce qu'effectivement, quel est leur quotidien, qui ils sont et comment ils vivent. Et donc, je les trouve très puissants pour cela. C'est de venir nous percuter à nouveau sur cet écart-là et de s'apercevoir à quel point notre mental nous projette dans des histoires de vie qui ne sont pas celles que les personnes vivent. Par ailleurs, ces films, ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'il y a un certain nombre de stéréotypes qui sont assez bien identifiés, associés aux maladies mentales et aux troubles psychiques. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'en retenir 4 qui, me semblent, sont particulièrement présents dans l'emploi et impactent fortement nos pratiques en termes d'inclusion. Il y en a d'autres et on pourrait en parler beaucoup parce que si ça vous intéresse, il y a pas mal d'écrits sur le sujet et on est capable aujourd'hui de bien mesurer ces représentations et ces fausses croyances. Les 4 qui me semblent importants, c'est ceux que j'ai retenus dans la diapo que vous pouvez voir. Le premier, c'est le fait que on serait fragile. Et c'est pour cela que l'on déclare des maladies ou des troubles. C'est lié à une fragilité finalement un peu innée. Et les personnes qui ne sont pas fragiles ne seraient pas concernées par ces troubles. Alors ça, c'est une grande croyance malheureusement très répandue. Et je voudrais reprendre une phrase de la Fondation Fondamentale, qui est une fondation de recherche en psychiatrie, et qui dit « Les maladies mentales ne sont pas des maladies comme les autres, mais comme les autres, ce sont des maladies. » C'est-à-dire ne pas perdre de vue qu'on est dans le registre de la pathologie, que ce sont des maladies qui ont des origines biopsychosociales, dont on ne connaît pas bien les mécanismes effectivement de transmission et de déclaration, mais j'ai envie de dire comme un grand nombre de pathologies. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien pourquoi certaines personnes déclarent des cancers ou pas. On sait qu'il y a plein de facteurs héréditaires et de transmission, des conditions, et pour autant, on n'arrive pas à trouver un lien de cause à effet très direct. Et lorsqu'une personne déclare un cancer, on n'est pas en train de se dire il est fragile. Pourtant, sur les maladies mentales, on attribue ça à une forme de fragilité psychologique ou émotionnelle et qui est un vrai frein parce qu'on rend responsable la personne. Or, vivre la dépression, c'est souvent une maladie qui est très héréditaire et qui, par contre, effectivement, paralyse la personne dans sa capacité à faire dans le quotidien lorsqu'elle est en crise. Petite parenthèse, être capable de gérer ses troubles, de les connaître, de faire avec dans le quotidien, c'est au contraire développer une grande force et de grandes qualités humaines et de connaissance de soi. Deuxième stéréotype qui constitue un frein important dans l'emploi, c'est le fait qu'on ne pourrait pas guérir. C'est-à-dire que quand on est malade à vie. Alors certes, ce sont des maladies plutôt chroniques. Il y a des personnes qui guérissent, qui n'ont plus de symptômes, mais ça n'est pas la majorité. Par contre, on apprend à vivre avec. Et il ne faut jamais perdre de vue qu'on peut entrer dans la maladie, être effectivement à un moment de la vie assez mal quand on découvre la maladie, et puis petit à petit, apprendre à la gérer, se rétablir et faire avec. Par exemple, pour vous donner un exemple, les personnes qui déclarent une schizophrénie à l'âge jeune adulte ont une bien meilleure qualité de vie à 40 ans. Il y a une diminution importante de la symptomatologie et une qualité de vie très améliorée et une autonomie. On a souvent du mal à se représenter le fait qu'on puisse aller mieux. Donc, ne jamais perdre ça de vue. Troisième point, ce serait l'idée qu'on ne pourrait pas travailler. Celle-ci, elle est très ancrée dans les croyances. Je pense que c'est une des représentations, heureusement, qui évolue le plus. Mais lorsqu'on interroge la population, globalement, plus de 50%, la population dit c'est incompatible avec le fait de travailler. Or, ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, il y a 60% des personnes qui sont concernées par les troubles psychiques qui sont en emploi, qui sont des actifs. Alors, certes, il y a un taux de chômage important, mais il y a un grand nombre de personnes qui travaillent avec leurs troubles, qui font avec et qui ont des stratégies professionnelles de compensation tout à fait gérables dans le temps. Quatrième point, la violence. La question de la violence, c'est un point qui revient très fréquemment dans les collectifs de travail. Ce risque
d'un passage à l'acte ou d'une attitude violente de la part de la personne concernée. Alors là, c'est largement véhiculé par les médias et ça vient complètement parasiter notre connaissance du sujet parce qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a moins de 1% des actes de violence qui le sont commis par des gens concernés par des maladies mentales. Donc, il y a même une sous-représentation des personnes concernées par des troubles psychiques dans la population des gens qui commettent des actes. Par contre, ils sont effectivement plus souvent victimes de troubles psychiques. Donc, à partir du moment où on connaît ces stéréotypes-là, il me semble important d'être capable à la fois de les déconstruire et d'être en vigilance pour justement s'en débarrasser et que ça ne constitue pas des freins dans nos postures inclusives dans l'emploi. On reviendra tout à l'heure sans doute sur aussi la réalité de ce que rencontrent les uns et les autres, et je crois que vous avez été nombreux à être confrontés à des situations un peu compliquées, un peu conflictuelles. Donc voilà, au-delà des propos et des recommandations qu'il faut absolument entendre, on essaiera d'aller un tout petit peu plus loin. Cela dit, je pense qu'à partir de cette approche, de cette compréhension de ce qui se joue en nous, donc c'était notre première partie, nous laisser pénétrer aussi peut-être par une réalité que nous déformons et que nous regardons avec un prisme qui n'est pas tout à fait le bon, en tout cas celui qui est le plus efficace. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des fondamentaux qui feraient qu'à un moment donné, la relation fonctionne, c'est-à-dire qu'on arrive à être dans la relation dans laquelle on construit? Oui, alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, ça nous permet d'avoir de nouvelles lunettes. Maintenant, l'enjeu, c'est comment être dans la relation. Alors, évidemment, tout ça n'est pas, on n'est pas sur des solutions clés en main, et c'est pour ça qu'on a intitulé ce temps autour de comprendre, être mieux dans cette relation-là, qui est complexe. Il me semble qu'il y a 3 points, en tout cas, qui sont vraiment fondamentaux pour créer des conditions favorables à une relation vertueuse par rapport au maintien dans l'emploi. Le premier point, c'est comment on crée un climat de confiance. Je l'évoquais au début, la grande difficulté pour les personnes, c'est de parler. C'est de parler non pas de leur pathologie, non pas de leurs symptômes, non pas des traitements qu'elles prennent, c'est de parler de ce qu'elles vivent dans leur quotidien professionnel et du coup de parler de leurs besoins. Et c'est à partir de là qu'on a des clés d'aménagement de poste et de réponses qui se dessinent. Mais pour que ça ce soit possible, il faut que la personne sente que dans son environnement professionnel, elle va pouvoir être entendue et qu'elle a suffisamment confiance pour que ce qu'elle va dire ne va pas être utilisé à mauvais escient ou stigmatisant pour elle et être réduite à sa pathologie. Pour vous donner un petit exemple, la société, une grande société de conseil en Angleterre qui tous les ans mesure un indice qu'elle mesure, c'est le degré de disabilité du sujet. C'est-à-dire, est-ce que tous les ans, ils interrogent leurs salariés pour savoir est-ce que aujourd'hui, si vous aviez des problèmes de santé mentale, vous seriez prêt à en parler dans votre collectif de travail, vous vous sentiriez suffisamment en confiance dans votre collectif de travail. Ça me semble important de mesurer cet enjeu de l'environnement finalement à l'écoute, bienveillant, capable d'entendre un certain nombre de choses de manière constructive. Deuxième point, c'est impliquer la personne dans la recherche de solutions. Ce qui fait que souvent on est un peu bloqué dans ces situations d'accompagnement, de relations avec les personnes concernées, c'est qu'on est souvent très attaché à trouver une solution pour la personne. Et combien de fois j'ai pu intervenir dans des collectifs de travail où on me disait ça fait des mois, des années qu'on cherche une solution et en fait on se réunit avec les services de santé au travail, les RH, les référents handicap, les managers et la personne n'est jamais présente. On n'a jamais demandé à la personne qu'est-ce qu'elle imaginait comme solution. Quel était son rôle à jouer dans un aménagement de poste ou un maintien d'emploi? Qu'est-ce qu'on attendait d'elle? Et donc, effectivement, on se trompe parce qu'on va projeter un certain nombre de choses, on bloque, on fait des aménagements, la personne ne les comprend pas, ne se les approprie pas. Et l'enjeu, c'est de la remettre actrice de cette recherche de solutions. Troisième point qui me semble fondamental, c'est de ne jamais perdre de vue que l'enjeu, c'est le travail. C'est ça qui nous lie en tant qu'employeur à la personne. C'est le contrat de travail. C'est-à-dire, je
vous êtes dans mon collectif de travail, je vous ai embauché et vous êtes sous ma responsabilité parce que vous apportez des compétences, un savoir-faire, du temps, et en contrepartie, vous êtes rémunéré. Et donc, c'est être capable de se recentrer là-dessus et de prendre en compte toutes les dimensions individuelles et singulières comme un sujet complémentaire, annexe, mais ça ne peut pas être la porte d'entrée. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai très souvent été sollicitée sur des situations où, pareil, on voit des collectifs de travail extrêmement mobilisés pour des collaborateurs ou des salariés et qui connaissent toute la vie privée de la personne, qui sont dans une empathie extrêmement forte et on ne sait même plus pourquoi professionnellement cette personne est dans le collectif. Or, pour tout un chacun, être dans un collectif de travail en ne sachant plus ce qu'on apporte à l'effort collectif n'est absolument pas structurant, il n'y a pas de reconnaissance et on perd son identité professionnelle, on est uniquement dans une identité de personne handicapée et de personne malade. Et ça crée de l'incompréhension et des blocages. Dans le fond, finalement, on est dans un mode, on va dire, de bon sens, dans lequel on suggère, enfin, tu suggères en l'occurrence, de rentrer dans la relation avec l'autre, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'il y a quand même des prérequis, des éléments qu'il faut impérativement balayer, visiter pour être sûr de ne pas se tromper dans la relation au-delà des 3 axes que tu nous as présentés? Alors effectivement, par rapport à ce que vit la personne et les problématiques qu'elle peut rencontrer dans l'emploi, il y a quelques éléments sur lesquels d'ailleurs on peut échanger par la suite et il y en a un grand nombre, il y a une grande diversité de situations, donc là, on va pas pouvoir balayer toutes les problématiques que les personnes rencontrent. Par rapport à ce qu'on peut constater peut-être le plus souvent sur le terrain et ce qui pose le plus de problèmes, souvent, il y a la problématique du déni. C'est-à-dire effectivement un collectif de travail qui dit mais voilà, nous on a une personne en face de nous ou à côté de nous, un collaborateur qui est dans le déni de ses troubles, qui est dans le déni de sa pathologie, qui ne reconnaît pas ses difficultés. Et c'est un des éléments effectivement un peu structurants de la pathologie, c'est cette phase de déni où on se dit non, tout va bien, j'arrive plus à faire mon travail, j'arrive en retard tout le temps, j'ai un comportement inadapté, mais je ne m'en aperçois pas. Est-ce qu'on n'est pas dans un début de réponse de la question de Laurence Richard, quelle relation en cas de trouble interprétatif? Alors là, il y avait la paranoïaque, mais on pourrait imaginer d'autres troubles. Alors c'est effectivement un peu lié, mais c'est encore un autre aspect parce que c'est les troubles interprétatifs, effectivement, il y a une surinterprétation parfois de certains gestes, de certains mots, de certains actes, qui fait que ça vient complètement parasiter la relation parce qu'on ne partage pas le même constat. Donc, le déni, on est plutôt... alors, effectivement, on ne partage pas le même constat, mais c'est souvent que la personne, elle est en difficulté sur son poste et c'est souvent une phase où elle n'est pas soignée, en fait. C'est-à-dire, soit elle est dans le début de sa maladie, elle ne sait pas encore qu'elle est malade, elle n'a pas de dispositif de soins et d'appui à l'extérieur. Donc, l'enjeu, là, c'est de vraiment pouvoir l'orienter au plus vite vers des interlocuteurs compétents que sont les médecins, et notamment les médecins du travail ont un rôle important à jouer pour pouvoir orienter la personne. Et puis, en tant qu'employeur, c'est de pouvoir justement se centrer sur la relation de travail et éventuellement la confronter dans un esprit de bienveillance, mais aux difficultés qu'elle peut rencontrer au travail. Parce que c'est pas vous qui allez lui faire réaliser qu'elle est malade, et c'est pas votre rôle en tant que référent RH, collaborateur, manager. Néanmoins, ce que vous pouvez lui apporter, c'est de manière factuelle, là où vous constatez qu'il y a des difficultés, et petit à petit, l'aider à aller se faire aider. Alors, toujours dans la question du déni, pardon, j'interviens, Jean-François Vieux nous dit « Rentrer en relation efficace avec une personne souffrant de handicap psychique, et ils sont très variés, ne faut-il pas connaître la pathologie en cause et disposer d'une formation clinique minimale ?» Ce qui laisserait supposer que s'il y a le déni, il y a une connaissance de notre part, de la part de cette pathologie, et on sait à quel point le secret médical est parfois interprété dans les organisations de telle manière qu'on fait semblant de ne pas du tout devoir être au courant de ce qui se passe. Oui, alors c'est très tentant de se dire si finalement on connaît les problématiques médicales des gens, on va pouvoir y répondre. Simplement, si aujourd'hui on vous fait un tableau clinique de ce que sont les maladies mentales, on va ne faire qu'enrichir
que conforter tous les stéréotypes les plus durs. Parce que le tableau clinique des maladies mentales, c'est toute la symptomatologie, c'est tout ce qui ne va pas, c'est tout ce qui pose problème et qui d'ailleurs concerne le médecin soignant, qui va effectivement se préoccuper de se dire, ben voilà, vous avez un symptôme de délire, ben moi je vais essayer de vous aider à trouver les molécules pour diminuer les hallucinations auditives que vous allez avoir qui vous gênent. Quand on est dans l'emploi, si on commence à se poser la question du délire, des hallucinations auditives, moi, la première, je me dis, mon Dieu, c'est pas mon job, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Et c'est pas le vécu des personnes. Ce qui se passe pour les personnes, et du coup, ça m'amène au deuxième point, c'est que traiter de la symptomatologie, ça va être fait par le médecin dans la vie privée. Par contre, ce qui va se passer pour elle dans la vie quotidienne, c'est plutôt, par exemple, dire, moi j'ai pris un traitement assez lourd qui fait que j'ai pris 30 kilos, je n'ai plus la même mobilité qu'avant, j'ai une grande fatigabilité à cause des traitements. Et c'est ça qui va nous intéresser en tant qu'employeur, c'est de dire comment ça se traduit éventuellement en termes de handicap dans ton quotidien professionnel. Et donc l'enjeu là, il est plutôt de dire, bah, tu avais des déplacements à faire à pied relativement importants dans ton travail. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible compte tenu de la prise de poids? Est-ce que la fatigabilité fait que démarrer à 8 heures du matin, c'est quelque chose qui est adapté? Donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est plutôt la manière dont ça se traduit et comment ça se manifeste. Et il faut savoir qu'une personne bipolaire, par exemple, selon qu'elle a 20 ans et qu'elle découvre sa maladie et qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive, et donc effectivement, elle va peut-être être dans une phase maniaque un peu délirante et un peu incontrôlée, ça va être un vécu complètement différent à 40 ans où elle connaît ses traitements, elle sait vivre avec, et d'ailleurs vous ne le saurez peut-être pas. Et tant mieux pour tout le monde. Le premier point, effectivement, avoir en face de soi une personne qui est consciente de la pathologie et de la nécessité de la traiter. La deuxième, comprendre qu'on est dans une relation de travail et qu'il faut un environnement particulier, enfin en tout cas qu'il faut orienter sa problématique, sa recherche de solutions autour de cet environnement, c'est autour de ce que la personne vit et ce que l'environnement suggère comme forme d'adaptation en quelque sorte. Oui, exactement. Troisième point fondamental. Il y a aussi un point, pour le coup, que je trouve éclairant à connaître et qui est assez fort dans les problématiques de handicap psychique, c'est tout ce qui est lié à la confiance en soi, en fait. C'est-à-dire, ce qu'il faut mesurer, c'est que l'expérience des troubles, l'expérience de la maladie, l'expérience éventuellement de l'hospitalisation fait perdre considérablement aux personnes l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, voire même à un moment, elles perdent une forme d'identité de citoyen. C'est-à-dire que l'hôpital et le soin prend tellement de place, elles ne sont considérées qu'au travers leur identité de malade, leur pathologie et leur handicap, qu'effectivement, elles perdent cette identité professionnelle et elles ne savent plus la valeur qu'elles ont et ce dont elles sont capables. Et donc, très souvent, en fait, dans le travail, comment ça se traduit par déjà une anxiété de la relation, c'est-à-dire qu'ils ont très, très peur de revenir en emploi en se disant comment on va me percevoir. Et puis, d'ailleurs, j'ai un peu changé par rapport à avant mon arrêt maladie et j'ai plus tout à fait les mêmes capacités, la même énergie. Et puis, je me dévalorise. Et ça, dans le monde du travail, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on sait que dans le monde du travail, il faut plutôt montrer une image de soi, un peu sûre de soi, ne pas montrer que l'on doute, être capable d'être force de proposition, être capable d'être un peu proactif et volontaire pour son évolution de carrière. Et donc, cet enjeu de confiance en soi et de perte d'estime, ben, c'est un vrai frein pour elle professionnellement. Et donc, je trouve qu'en tant que collaborateur, et en tout cas responsable de ces sujets-là, de pouvoir être en mesure de prendre conscience de cette perte de confiance et du coup d'aider les personnes à exprimer, à les rassurer et à leur ouvrir des portes pour qu'elles puissent justement redevenir actrices est un vrai levier. Parmi les solutions, on va dire un peu passe-partout, mais il faudrait évidemment, j'ai bien compris, regarder chacune des situations et les traiter avec la personne en lui posant la question de ce qu'il faut. À quoi on peut penser en termes d'aménagements principaux pour que la relation, toujours dans ce cadre-là aussi, que la relation fonctionne bien, enfin, et qu'à un moment donné, on se parle réellement et on s'écoute. Alors effectivement, il y a en fait l'aménagement principal, et on en parle, hein, c'est toute cette capacité à être en relation.
Néanmoins, en termes d'organisation du travail, et c'est ce qu'on a essayé de reprendre de manière assez factuelle dans la diapo qu'on vous propose, c'est de s'apercevoir que les aménagements ils portent sur l'organisation du travail, justement, contrairement aux autres types de handicap, où on va peut-être aller rechercher des réponses plus techniques. Là, on est plutôt sur des réponses de droit commun, c'est-à-dire finalement la valise RH de tout à chacun, et par contre de les actionner de manière utile. Ce qui est le plus utile pour les personnes qui ont des troubles psychiques, c'est vraiment tout ce qui concerne la souplesse horaire, les aménagements d'horaire. Alors, de diverses manières, c'est-à-dire soit laisser la personne libre de gérer son temps. Donc, moi, j'ai vu, par exemple, dans des ateliers où tout le monde pointe à horaire fixe, j'ai vu des personnes qui, dans un atelier, ne pointaient pas. Elles géraient leurs heures toutes seules. Elles faisaient quand même leurs heures, mais aux heures qui les arrangeaient, elles. Alors, point de vigilance, il faut absolument expliquer au collectif de travail pourquoi on met en place ce type de mesure, parce que sinon, c'est pas compris. Après, il y a tout ce qui concerne le temps partiel. Parce qu'effectivement, la maladie et les traitements peuvent générer une grande fatigabilité. Et l'outil des temps thérapeutiques, des temps partiels thérapeutiques ou des temps partiels tout court, est un vrai levier pour garantir le maintien dans l'emploi dans le temps. Et puis après, les autres leviers, c'est l'accessibilité, ça paraît idiot, mais en fait, c'est un vrai frein. C'est-à-dire s'il y a beaucoup de trajets, notamment de trajets en transport, en fait, ça ne fait que rajouter à la fatigue. Et c'est du sens commun. Hein. Pour chacun de nous, on sait très bien que quand on a des problématiques un peu particulières à gérer, d'avoir des temps de trajet très longs, ça pèse dans nos quotidiens. Et enfin, troisième grande famille, je dirais, d'aménagement. Et c'est un vrai aménagement, c'est pas juste de la bonne volonté, c'est comment on soutient en tant que manager, en tant que collègue. C'est-à-dire tout ce dont on a parlé sur créer un environnement en confiance, une capacité d'écoute, une bienveillance, ça, c'est déterminant pour le maintien de l'emploi. Et donc, ça signifie qu'il faut être capable de soutenir le collectif de travail et les managers dans ces situations de maintien dans l'emploi et ne pas se focaliser uniquement sur la personne. Alors, on a un certain nombre de questions qui nous sont posées, mais je voulais m'arrêter quelques secondes sur le sondage que nous avons proposé. D'abord, vous êtes finalement assez nombreux à ne pas avoir été confrontés à une relation conflictuelle avec une personne souffrant d'un handicap psychique. En l'occurrence, vous êtes même majoritaire, 53%. Donc, ça veut dire que finalement, cette situation conflictuelle sur laquelle on va s'arrêter peut-être quelques minutes pour savoir comment on arrive à s'en sortir, c'est pas aussi évident que ça. Dans la série des questions, diriez-vous qu'il a manqué un appui extérieur, que la connaissance du trouble était insuffisante, etc. Vous mettez surtout en avant que le responsable n'était pas préparé. Oui. Alors là, on va se poser la question de savoir du coup comment on fait. Alors, on a dit, c'est pas nécessairement la partie médicale, mais alors, si c'est pas la partie médicale, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on suggère, et en particulier quand on est par exemple correspondant handicap et sans lien hiérarchique, notamment avec des managers, 32,3%. Et puis, qu'est-ce qui a manqué un appui extérieur? On ne peut pas évidemment s'empêcher de penser à l'emploi accompagné, dont on sait qu'il apporte des réponses aujourd'hui tout à fait intelligentes, adaptées, mais en même temps qui ne font pas tout et avec des moyens et des budgets qui aujourd'hui sont sans doute insuffisants par rapport à l'ensemble des demandes. Et puis alors, surtout, la dernière question, pensez-vous connaître suffisamment bien les aides relatives à l'accompagnement des personnes en souffrance psychique? Et vous dites non, 84%. Donc là, il y aura sans doute quelque chose à faire. Je vais livrer le point du sondage qui va peut-être un peu évoluer en cours de route s'il reste toujours ouvert, mais qui est intéressant et on reviendra là-dessus. Parmi les questions, il y avait une qui semblait d'ailleurs avoir peut-être déjà été traitée, ou en tout cas renforcer un peu plus tes propos, Claire, qui était au-delà de ce que les différentes parties peuvent attendre du travail, ne faut-il pas se reconcentrer sur l'apport professionnel que peut apporter l'agent en situation de handicap? Oui, tout à fait. Alors là, je partage, mais vraiment à 100% cette idée-là. Parce que pourquoi c'est central? Parce que c'est ça qui est l'accroche, en fait. C'est ça qui fait que vous allez pouvoir entrer en dialogue avec la personne. Vous ne pouvez pas aborder la personne en lui disant voilà, je sens que tu ne vas pas bien.
je sens que tu as des problèmes, et d'ailleurs, tu as des problèmes de santé mentale, et j'ai compris ce qui se passe. L'enjeu, c'est de se dire, qu'est-ce qui, aujourd'hui, moi, j'attends ça de toi, est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais pas, qu'est-ce que tu fais bien? Et deuxième point, il y a une étude par rapport à l'emploi accompagné qui a été menée pour savoir quels sont les leviers pour garantir le retour en emploi de manière pérenne. Et les leviers, on s'aperçoit que c'est un des leviers, en tout cas, il y a un des leviers qui est le soutien qu'on apporte à la personne, et un des leviers, c'est la capacité à se concentrer sur les forces de la personne. C'est-à-dire qu'on est dans une culture, et c'est comme ça dans nos écoles, hein, malheureusement, où on va identifier tout de suite ce qui dysfonctionne, ce qui ne va pas, les difficultés de la personne. Et à partir du moment où on se concentre sur qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce qui est satisfaisant dans ta pratique professionnelle, on peut aborder derrière des difficultés et ce qu'on pourrait compenser. Mais du coup, c'est compris, c'est valorisé et la personne se sent reconnue dans ses valeurs professionnelles. Donc, elle se sent en confiance. C'est ça, on va recharger le capital confiance. Exactement. En quelque sorte. D'accord. Autre question, le burn-out pour l'intervenante rentre-t-il dans le cadre du handicap psychique tel qu'abordé ce matin? Oui, alors, la question du burn-out, elle peut évidemment pas être déconnectée des troubles psychiques. Moi, je sais quand j'ai fait ma thèse, tout le monde m'a dit, OK, on va travailler sur le handicap psychique, mais s'il vous plaît, on n'aborde pas les risques psychosociaux, on n'aborde pas le burn-out, et c'est la condition pour qu'on vous laisse aller faire votre travail de terrain chez vous. On a été très prudent sur ces questions-là au début, en séparant les deux, parce qu'on savait pas très bien, effectivement, comment les articuler. Et la question des risques psychosociaux, j'ai envie de dire par nature conceptuelle, elle part du principe que l'organisation est potentiellement pathogène et entraîne des risques de décompensation, des risques de maladie dont fait partie le burn-out. Qui en plus, là, on est dans des processus de reconnaissance de plus en plus du burn-out comme maladie professionnelle par les médecines de santé publique. Donc, on a beaucoup segmenté les deux, néanmoins, on peut pas les dissocier. C'est sûr que quand on aborde la question par les enjeux autour des politiques du handicap, on se pose pas la question de savoir quelle est la cause. On n'est pas en train de se dire, pourquoi la personne est malade. Néanmoins, on ne peut pas le dissocier de l'environnement de travail et de l'organisation de travail. Et de la même façon que dans le monde du bâtiment, on s'est posé la question de la sécurité sur les chantiers, des tenues que les ouvriers avaient, de la fatigabilité. De la même façon que chez Air France, on s'est posé la question de la vie de tout le personnel navigant, avec les décalages horaires, les horaires de travail en décalé, ben c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le handicap psychique, il nous invite quand même à aller regarder l'organisation du travail et de voir dans quelle mesure il n'est pas potentiellement à risque. Non pas pour dire c'est lui qui a généré ça, mais c'est un élément, c'est l'environnement favorable ou défavorable. Et par rapport au burn-out, j'ai envie de dire, à partir du moment où nous, notre entrée, c'est la question du handicap, si le burn-out de la personne entraîne une dépression sévère, relativement chronique, qui va nécessiter des aménagements, une prise en compte particulière, oui, évidemment, c'est notre sujet. D'accord. Alors, deux questions en une. La première, d'Annie Goudot-Caillot, qui nous dit « Quid de la formation des médecins de prévention, car pour avoir connu une situation d'un agent délirant sur son lieu de travail, la gestion de cette situation a été complexe et l'appui du médecin de prévention limité. » Donc ça, c'est première question qui s'oriente vers les médecins et qui laisse supposer également des situations un peu de crise. Agent délirant sur son lieu de travail, comment on fait? On en a plusieurs fois entendu parler lors des réunions de correspondants handicap notamment, ou de DRH. Donc deuxième question, alors première c'est qu'est-ce qu'on fait des médecins et comment on s'organise avec eux pour que ça fonctionne bien, parce que ça se fait. Et la deuxième, et donc dans ton expérience d'ailleurs, comment ça se passe? Et la deuxième, c'est finalement quand il y a eu une crise qui a fortement ébranlé l'équipe, est-ce qu'on peut reconstruire et si oui, comment? Alors, sur les médecins du travail, ce qui est effectivement un peu compliqué, c'est qu'on attend déjà beaucoup du médecin du travail sur ces questions-là. Et le médecin du travail,
s'il ne s'est pas un peu penché sur le sujet, il a une connaissance de la psychiatrie et de la santé mentale qui est celle de quelqu'un qui a été obligé de faire un stage de 6 mois durant ses études de médecine dans un service de psychiatrie. Mais donc, il faut s'imaginer un service de psychiatrie en hôpital, en institution. Donc, c'est quand même très éloigné du quotidien de la personne qui est en emploi et qui vit avec ses troubles depuis un certain nombre d'années. Maintenant, il y a un certain nombre de médecins qui se sont formés. Hein, il y a des DU qui existent pour eux. Et puis, j'ai envie de dire qu'ils se sont formés sur le tas, qui se sont un peu intéressés à la question et qui sont même assez demandeurs. Moi, j'ai plusieurs médecins du travail qui m'ont dit, par exemple, mais est-ce que vous auriez des projets? Je suis intervenue dans des associations de médecins du travail et qui m'ont dit, voilà, nous, on aimerait bien s'équiper un peu plus sur ce sujet-là. D'autres ne veulent pas en entendre parler, mais j'ai envie de dire, c'est aussi des sensibilités professionnelles. Certains sont penchés sur l'alcoolisme, se sont spécialisés. Donc, bon, voilà, là-dessus, on est un peu tributaire de l'intérêt que le médecin de prévention du travail a développé sur le sujet. Néanmoins, moi, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que j'interviens dans des situations professionnelles, à chaque fois, je prends contact avec le médecin du travail. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin du travail. Je suis sociologue, je ne suis même pas soumise au secret médical, ni même au secret professionnel en tant que sociologue. Donc, je suis soumise à un secret éthique et de déontologie que je partage avec eux. Et à partir du moment où on est OK sur le fait qu'on ne parle pas de la pathologie en tant que telle et du dossier médical de la personne, mais bien, voilà, de quoi on peut se parler sur le quotidien de la personne, quelle est la problématique qui impacte sa vie professionnelle et comment on l'implique là-dedans. Moi, j'ai jamais eu de médecin, par exemple. Je n'ai jamais eu de médecin. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille sur le sujet et 5 ans plus particulièrement auprès des employeurs. J'ai jamais eu de médecin qui m'a dit « je veux pas vous parler », par exemple. Par contre, effectivement, ils peuvent être très en retrait, très mal à l'aise, en fait, eux-mêmes avec le sujet. Donc, il y a un vrai besoin de formation et pareil, de faire exister le sujet pour eux. La deuxième partie de la question… C'était en cas de crise, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, il faut savoir botter en touche ou au contraire, est-ce qu'on est capable de reconstruire? Oui. Alors, c'est vrai qu'on en parlait avant de démarrer ce temps d'intervention. Là, on est en train de se dire, il suffit de remettre la personne au centre, de la rendre actrice, d'être bienveillant et à l'écoute. Il ne faut pas non plus être angélique ou idéaliste en tout cas et ne pas prendre la mesure de certaines situations qui peuvent être extrêmement complexes. Alors, les situations les plus difficiles, c'est quand même les tentatives de suicide sur le lieu de travail. Et ça existe et ça n'est pas le quotidien dans le monde du travail, mais néanmoins, ça existe. Ou de situations qui seraient peut-être un peu moins graves, mais néanmoins impressionnantes, de situations de crise. Alors voilà, quelqu'un qui devient très délirant tout d'un coup sur son lieu de travail, ou bien qui ne s'arrête pas de pleurer depuis le matin où il est arrivé, ou qui fait une crise d'angoisse très spectaculaire. Donc, je suis très vigilante à chaque fois que je parle de ces situations parce que c'est absolument pas le quotidien et j'ai envie de dire c'est pas du tout le sujet dans le quotidien. Néanmoins, lorsque ça arrive et que ça existe, c'est quand même assez compliqué à gérer. Alors, la première réponse et le premier enjeu, c'est qu'en fait, ça n'est plus notre sujet. Hein. En tant que référent handicap, en tant qu'RH, en tant que collaborateur, la première chose, c'est évidemment d'aller mobiliser les personnes compétentes pour gérer ces situations-là. Donc, de la même façon que vous appelleriez sans hésiter les pompiers pour quelqu'un qui fait un malaise vagal dans votre équipe, il faut absolument appeler le service de santé du travail, les médecins et parfois la police lorsque la personne se met également en danger ou met en danger les autres. Et juste une parenthèse, parce que Oui. Claire Dupin-Leboeuf nous renvoie une question qui évidemment semble s'inscrire en cohérence de ce qu'on vient d'évoquer à l'instant. Que pensez-vous de la mobilisation des prestations ponctuelles spécifiques, donc les fameuses PPS, ici handicap psychique, pour accompagner le maintien dans l'emploi d'un collaborateur? Est-ce qu'il y a aujourd'hui Oui. sur le territoire des PPS qui sont susceptibles de pouvoir intervenir? C'est peut-être pas de l'urgence, mais alors à ce moment-là, Si, il y mais a un alors, rôle voilà. spécifique. C'est le retour de l'urgence, parce que ce que j'allais dire, c'est que tout l'enjeu face à une crise comme ça, c'est qu'est-ce qu'on met en place
comme écoute et explication au collectif de travail, c'est-à-dire que là, il va falloir expliquer, là, il va falloir mettre des mots, il va falloir répondre aux questions des collaborateurs. Donc, il faut mettre en place un dispositif d'écoute, de partage, éventuellement d'expression de ses émotions, voire de son traumatisme. Donc là, il faut se faire aider par des professionnels de l'accompagnement, des psychologues, et qui vont pouvoir apporter des éléments d'explication. C'est toujours la même chose. Ils ne vont pas expliquer la personne est bipolaire. Ils peuvent expliquer que la personne elle a une maladie qui fait qu'elle peut perdre le contact avec la réalité à certains moments et que ça lui est déjà arrivé. Moi, j'interviens, par exemple, auprès des entreprises avec une collaboratrice avec laquelle je travaille sur la partie formation et sensibilisation, qui est une magnifique jeune femme extrêmement brillante, qui communique très très bien et qui est très compétente et qui est capable d'expliquer qu'elle a été hospitalisée 5 fois d'office et qu'elle errait dans Paris pieds nus depuis 4 jours sans avoir mangé, sans avoir bu, et parce qu'elle a fait une phase délirante. Aujourd'hui, vous la voyez, vous vous dites c'est pas possible, c'est pas la même personne. Donc, il faut voilà, être capable de comprendre ça. Que parfois, la maladie, effectivement, entraîne des états délirants et il faut l'expliquer aux collaborateurs et il faut pouvoir les rassurer par rapport à ça et qu'ils puissent poser des questions et puis libérer un peu les tabous et puis il faut préparer le retour. D'accord. Alors, on a évoqué plusieurs éléments. Je rappelle la trame. La première, c'était de se dire, dans le fond, nous-mêmes, nous ne sommes pas tout à fait exempts de représentation des stéréotypes, donc prenons conscience de ça. Une deuxième partie qui était de dire, dans le fond, changer le cadre de la relation avec l'autre, c'est finalement de la systémie, c'est-à-dire c'est bouger nous-mêmes, sinon on n'arrivera pas à faire bouger. Et on aborde à travers finalement ce deuxième aspect de la démarche, les différents types de contacts qu'il faut qu'on ait. On a parlé des médecins, on a parlé évidemment des collègues de travail, on a parlé des managers. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans ton expérience comme type d'information partagée, comme type de lieu, d'espace dans lequel à un moment donné on va pouvoir échanger et aussi sans le faire à part de la personne qui elle-même souffre? Alors moi, et pour répondre aussi aux PPS, tous les dispositifs, et dans les PPS, vous pouvez les mobiliser, spécifiques qui peuvent être, qui sont pertinents, notamment il y a évidemment toute la question de l'emploi accompagné qui est très pertinent parce que c'est indifférencié, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire on va accompagner la personne toute seule et puis d'ailleurs on va la formater pour que ce soit la bonne personne avec la bonne employabilité. On va travailler sur tout ce collectif, on va soutenir le collectif et en fait on va travailler à cette médiation et les PPS permettent ça et des dispositifs spécialisés qui existent sur le sujet permettent, avec l'aide d'un intervenant tiers extérieur qui rappelle que l'enjeu c'est le travail et pas la relation affective et personnelle avec la personne, qui éventuellement retraduit certaines choses pour faire référence à la surinterprétation, éventuellement les problématiques de paranoïa et qui en même temps va pouvoir soutenir la personne dans son quotidien, l'aider à identifier des stratégies, sont des dispositifs qui sont pertinents et efficaces pour tout le monde, à condition qu'ils prennent bien la situation dans sa globalité et qui je dirais, mettent du mouvement, du dialogue dans tout ça. Je voudrais évoquer d'autres dispositifs qui sont très méconnus et qui pourtant ont une vraie utilité et dont on parle moins, c'est quand même tous les dispositifs de remédiation cognitive. Il arrive parfois que les traitements notamment entraînent un ralentissement de la pensée, une fatigabilité cognitive qui fait que les personnes peuvent faire des petites erreurs, ne se souviennent plus, ont des oublis et qui font faire des erreurs professionnelles. Il y a des dispositifs qui peuvent entrer dans les PPS et où on peut faire de la remédiation cognitive sur le poste de travail avec la personne pour qu'elle créer ses outils et ses stratégies pour compenser ces difficultés cognitives qui parfois sont passagères, mais parfois s'installent un peu plus durablement. Alors, emploi accompagné, on a dit tout à l'heure que les budgets ne sont pas inextensibles et relativement modestes en ce moment, bien qu'on puisse imaginer qu'à un moment ça se développera. Est-ce qu'il y a d'autres types de formes? Est-ce qu'on peut dire 2 mots sur les clubhouse, par exemple? Enfin, quel est l'enseignement qu'on tire justement de ces lieux un peu de médiation en quelque sorte? Exactement. Pour donner l'exemple du clubhouse du coup que je connais le mieux, en tout cas, c'est que c'est vraiment un lieu
qui va soutenir la personne justement dans cette reprise de rôle, cette reprise de place dans la société. Donc, pour vous donner l'état d'esprit, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de travailleurs sociaux, il n'y a pas de psychologue. C'est un lieu géré par ce qu'on appelle les membres du Clubhouse, c'est les personnes concernées par des troubles psychiques, donc ils ne sont pas des bénéficiaires, et qui va les mettre en situation de travail, les challenger, les interroger, les interpeller sur finalement, ben voilà, quelles sont les décisions que tu veux prendre pour toi par rapport à ton travail. Est-ce que tu t'aperçois de la valeur? Pour vous donner un exemple, il y avait une personne qui travaillait chez SFR qui avait une vraie problématique de santé mentale importante, et donc SFR nous a aidé à la création du Clubhouse en disant est-ce que vous pourriez accueillir cette personne qui est en arrêt maladie? C'était une femme assez brillante qui avait un bac plus 5, un parcours dans l'entreprise et qu'on a vu arriver avec très effacée, très éteinte au Clubhouse en nous disant je ne sais pas très bien pourquoi je suis là, je vais regarder puis je vais repartir. Et elle nous raconte souvent, elle dit je pensais passer 10 minutes et ça fait maintenant 7 ans qu'elle est membre du Clubhouse et elle dit ce qui s'est passé pour moi. Alors elle tire forcément un peu le trait, mais elle dit au bout de 2 jours j'ai regardé et puis tout d'un coup à l'époque j'étais directrice du club et puis je devais faire les statistiques de fréquentation du club et puis Excel c'est pas forcément mon fort donc j'étais là et puis je dis à la cantonade est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider sur Excel parce que là et elle adore tout ce qui est chiffres, tableau Excel, elle était hyper à l'aise et donc je dis viens m'aider et on va le faire ensemble. Et elle dit tout d'un coup, je me suis reconnectée avec des compétences et tout d'un coup, j'ai retrouvé une utilité sociale. Et à partir de là, chlouc, ça a basculé. Elle a retrouvé sa valeur, elle a retrouvé ce qu'elle savait faire et elle a trouvé aussi le sens que ça avait pour les autres. Et donc, il y a tout ce processus de reconstruction de l'estime de soi qui se met en place. Et puis après, il y a tout un dialogue avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est en permanence en dialogue avec les employeurs au sens large qui viennent, le FIPH est venu plusieurs fois au club pour comprendre comment ça marchait. Et l'idée, c'est qu'on casse les stéréotypes, c'est-à-dire que les employeurs viennent voir ce qui se passe. Finalement, c'est une espèce de start-up assez sympa et où il y a des belles rencontres qui se font et voir comment ça se passe. Et inversement, les personnes qui sont concernées, qui sont au chômage depuis longtemps, s'aperçoivent qu'elles ont des stéréotypes aussi vis-à-vis des employeurs. Et c'est pas forcément le méchant employeur qui comprendra jamais leurs problématiques qui est en face d'eux. Et donc, on recrée un dialogue et donc on vient soutenir les employeurs qui accueillent des membres du Clubhouse sans limite dans le temps et j'ai envie de dire à la carte en fait. Alors pas mal de contributions et c'est bien, hein, c'est pas nécessairement des questions, j'ai d'ailleurs pas précisé mais vous l'avez compris par vous-même. Anne-Marie Lebrun dit des personnes souffrant de handicap psychique aimeraient travailler à temps partiel mais ne le font pas pour des raisons financières. Entre parenthèses, pas de compensation dans la fonction publique, ce qui peut occasionner des difficultés dans le maintien dans l'emploi. Et de fait, bien sûr que de temps en temps, la question financière fait partie de l'environnement contraint, entre guillemets, pour lequel il faut arriver à trouver des solutions. Bon, là, ce n'était pas une question, c'était une précision, et vous avez raison. Gilles Varouillet répond en effet, on ne peut pas travailler notamment dans la fonction publique sur un aménagement du temps de travail, de la charge de travail pour les handicaps cognitifs et ou psychiques, à l'image des tiers-temps lors des études. Là, je pense que Gilles Barouillet est plus compétent que moi sur la question. Je ne sais pas exactement à quoi il fait référence. Thomas Fetti nous dit, en complément des PPS et de l'emploi accompagné, donc information complémentaire intéressante, il existe aussi le dispositif du FIPHFP qui propose des aides financières pour accompagner sur le long terme ce public. Il faut juste trouver le prestataire qui pourra accompagner l'agent. Tout à fait. Nota bene, la difficulté de l'ensemble de ces dispositifs et la nécessité d'avoir une RQTH, ce qui n'est pas évident si la personne est dans le déni. Alors peut-être RQTH dans la relation, revenons un peu sur cette relation qui se tisse, de confiance certes, mais aussi de loyauté, de franchise, de transparence. Alors c'est vrai que nous, pour vous donner l'exemple, on s'est battu au Clubhouse pour dire il ne faut pas que la condition pour entrer au Clubhouse, ce soit d'avoir une reconnaissance de son handicap, sinon on passe à côté du sujet. Néanmoins, ce que l'on constate, c'est que les personnes qui rentrent, il y a 80% qui, au bout d'un an, ont fait la démarche, en fait. Et donc, dans le monde du travail, il me semble que c'est le même enjeu. C'est-à-dire, si on conditionne l'accompagnement, la prise en compte, en tout cas de premier niveau, à la RQTH, on passe à côté du sujet. Néanmoins, c'est parce qu'il y a un dialogue qui s'installe et que la personne comprend
que c'est un sujet qui existe en dehors d'elle, mais bien dans l'organisation de travail dans lequel elle est, on arrive à amener les personnes à la RQTH. Et du coup, on prend un peu le sujet dans l'autre sens. D'accord. Ok. De quel dispositif de compensation financière du FIPH parlez-vous? Donc là, toujours des réponses aux questions ou aux contributions qui sont apportées par les uns et les autres. Alors, il est déjà midi. Je vous propose quelque chose qui est bien plus intéressant que la seule intervention qui était extrêmement enrichissante, évidemment, mais qui, de fait, a peut-être laissé un certain nombre d'entre vous sur leur faim. C'est de pouvoir continuer à contribuer, en fait, les uns et les autres, en apportant des informations. Sur le site internet du Handipact, vous avez un espace de dialogue, je ne sais plus comment on l'appelle, un forum, voilà, avec des échanges. Donc, ces questions-là, n'hésitez pas à les porter, ou ces contributions, n'hésitez pas à les porter, elles seront extrêmement utiles. Ces échanges-là, on pourra les prolonger bien évidemment également lors de rencontres, clubs de correspondants handicap ou autres. Et vous aurez la possibilité, si un certain nombre de propos qui ont été tenus sont allés un peu vite, de pouvoir revisionner cette vidéo, et si vous l'avez trouvée intéressante, encore plus, de la prescrire à certaines personnes dont vous pensez qu'il serait utile qu'elles la voient, et en particulier, on a parlé des collaborateurs, des équipes, des managers, des médecins. Évidemment, ce sont les premières cibles auxquelles on peut penser, et puis ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui pour des raisons de disponibilité d'agenda. Une évaluation vous sera apportée, vous sera envoyée, je pense, d'ici peu, donc ça sera utile pour nous que vous la renseigniez de façon à ce que nous puissions encore améliorer ce format. On s'est donné un format d'1 heure qui nous semble être le format susceptible d'être compatible avec votre capacité d'écoute et avec vos autres obligations. Merci à chacun de vous d'avoir suivi ce webinaire. Merci de toutes les informations que vous nous ferez remonter. J'ai cru comprendre d'ailleurs que pour certains, il y avait des difficultés techniques avec une vidéo qui ne fonctionnait pas, mais c'est peut-être lié aussi à des pare-feux. Enfin, on va essayer de s'améliorer là-dessus. Merci infiniment à toi, Claire, de nous avoir éclairé de ton regard et de ton expérience, et notamment de cette démarche méthodologique qu'il faut qu'on mette en place et dont il faut qu'on s'imprègne pour arriver à mieux traiter cette question de la relation avec les personnes souffrant d'un handicap psychique. Très bonne journée à chacun d'entre vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.